Bonjour à tous, bienvenue donc à notre webinaire consacré au programme de travail 2023-2024 du partenariat européen Smart Networks and Services vers la 6G. Je suis Thierry Louvet, directeur Europe et international à Systématique et également référent Europe du Hub Digital Infrastructure. Avant de céder la parole à Olivier et ensuite à Didier, juste un petit point pour préciser les outils à votre disposition. Vous avez en fait un onglet chat et un onglet questions. Merci d'utiliser l'onglet questions pour mettre vos questions à notre intervenant d'aujourd'hui, donc à Didier Bourse pour le partenariat européen. Qui répondra après sa présentation. Voilà, l'onglet chat, c'est plutôt pour la partie technique, donc si vous avez des soucis pour vous connecter, comme ça mes collègues de la com systématique pourront vous aider le cas échéant. Voilà, sans attendre, je cède la parole à Olivier Audouin, donc président du Hub Digital Infrastructure, pour un mot de bienvenue. La parole est à toi, Olivier. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi, de dire quelques mots en introduction de ce webinaire. Donc, c'est un moment important pour Systématique. On est très attaché à en particulier susciter des opportunités de collaboration pour nos membres académiques, industriels et grands groupes PME, de collaboration, de recherche et d'innovation. Et on a en particulier dans nos axes prioritaires le développement des initiatives à l'échelle européenne pour aider nos membres à se projeter au niveau de programmes européens. Et voilà, de ce point de vue-là, ce webinaire participe complètement de ce souhait, avec ce partenariat Smart Network and Services, donc dédié à la 6G, qui est évidemment un sujet structurant pour en particulier le Hub Digital Infrastructure et IoT au sein de Systématique. Et ce programme va ouvrir sa deuxième phase d'appel à projet. Et donc, on a considéré que c'était le bon timing de vous en parler un petit peu. Et puis, bon timing et bonne personne aussi, avec Didier Bourse, que je remercie. Donc, Didier travaille chez Nokia, directeur des programmes de recherche et d'innovation au sein d'une organisation de Nokia Standard. Et il est la bonne personne pour nous parler de SNS, puisqu'il est très impliqué dans la gouvernance de ce programme, et en particulier, il préside la task force de définition du Work Programme 2023-2024 au sein du board de l'association industrielle 6G. Voilà, donc il va pouvoir nous éclairer sur ce qui se profile au sein de ce programme SNS. Donc merci beaucoup Didier, et je te passe la parole. Merci, merci Thierry, merci Olivier. Donc alors là, je vais partager le média. Donc je pense que vous devez voir apparaître le document. Vous voyez le document, il est visible? Oui, vous m'entendez? Oui, super, merci pour le retour. Donc en fait, une présentation sur le statut, oui, merci pour les retours par le chat, sur le statut de SNS, de l'association de 6GIA et du partenariat, donc du joint undertaking. Hein. Alors certains d'entre vous participent sans doute et sont membres de l'association et participent au programme. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé au niveau du premier call de l'appel à projet, et donc vous expliquer la définition du Work Programme 2023-2024, sachant que ce Work Programme, alors c'est un premier disclaimer, ce Work Programme n'est pas encore officiellement approuvé, donc il le sera, je vais vous expliquer, par le Governing Board
le 14 décembre. Et donc, suite à ça, il y aura communication du work programme, du document officiellement, et les information days, les sessions d'information seront organisées donc au mois de janvier, et l'appel ouvrira officiellement au mois de janvier. Donc, je vais vous, comme disait Olivier, donc encore merci à Thierry et à Olivier pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin. Donc, à la fois, je suis au niveau de l'association, au niveau du working group Vision, dans la partie portfolio, structuring et analysis, donc avec beaucoup de travaux qui ont été faits dans le contexte du 5G infrastructure PPP, à l'époque avec donc ce qu'on avait appelé le pre-structuring model, puis l'analyse des portfolios successifs de la phase 1, la phase 2, la phase 3 dans le PPP, et donc la contribution active pour SNS, ce nouveau partenariat donc sur la 6G, à la définition du premier work programme, donc avec les membres de l'association et la Commission européenne, et les interactions avec les États membres, et maintenant donc ce work programme 2023-2024. Donc là, si je découvre aussi l'outil donc de webinar. Donc l'association, en quelques mots, donc c'était précédemment la 5G IA qui est devenue 6G IA. Donc le SNS, c'est le partenariat Smart Networks and Services, donc dédié à la 6G. Le site web d'ailleurs a été officiellement lancé pour le partenariat vendredi. Donc vous pouvez également accéder en direct au site web, et vous avez aussi bien sûr le site de l'association. Pour information, certains d'entre vous participeront peut-être à l'assemblée générale de l'association qui se tient cet après-midi de 14h à 16h. Donc l'association maintenant a 250 membres, donc c'est un grand succès, beaucoup de membres dans les communautés, donc industriels, incluant les grands groupes, les PME, les centres de recherche, les académiques, et plus également des associations, plus des associés, ce qu'on appelle des partenaires associés, qui sont pour la plupart liés à des secteurs verticaux, puisque c'est un point important, comme vous le savez sans doute, au niveau de 5G IA et maintenant 6G IA, on a depuis le début de la création du 5G PPP un effort particulier et des interactions vraiment très fortes sur les secteurs verticaux, donc les différents secteurs, que ce soit la santé, l'industrie 4.0, les smart cities, l'automotive, le transport, etc. Où dès le début du 5G PPP, c'était la vision qui était à la fois la vision de la Commission européenne et de l'industrie, de dire la 5G ne sera pas uniquement IMBB, plus de débit, plus de capacité, mais c'était identifié comme pouvant servir et pénétrer les différents secteurs verticaux et apporter une connectivité aux différents assets dans les secteurs verticaux pour leur permettre de manière sécurisée d'être connectés à Internet, et également pour les entreprises de manager, d'optimiser le fonctionnement de leurs équipements. Donc ça commence avec la 5G, ça se développe, et ça va bien sûr s'amplifier avec la 6G. Donc si je vais sur le slide suivant. Donc très rapidement, le partenariat, c'est un point important, c'est 900 millions d'euros, donc avec encore 3 phases qui sont identifiées dès le départ de la proposition, donc la proposition du programme SNS, avec un certain nombre de projets qui commencent à être notifiés et qui seront notifiés dans la vie du programme. Donc c'est un des 49 partenariats de Horizon Europe, parce que vous savez sans doute qu'il y a un certain nombre de partenariats, certains sont des CPPP, donc Contractual Public-Private Partnership, d'autres sont des Joint Undertaking, et après sinon vous avez les appels classiques dans les clusters, que ce soit cluster 3, 4, 5, etc., mais qui sont hors partenariat, hors programme. Donc en fait, le premier appel à projet qui portait dans le contexte du Work Programme 2021-2022, les premières propositions ont été soumises en avril 2022. Elles ont été sélectionnées, évaluées, sélectionnées. La communication a été effectuée par la Commission européenne le 8 août individuellement vers les projets. Et petit à petit, donc les projets signent les Grant Agreements, sont contractualisés, et les 35 projets de la phase 1 de SNS devrait donc commencer au 1er janvier 2023. Donc en fait, le Work Programme 2023-2024 a été la
prédéfinition, la définition a commencé dès mars 2022, donc c'est un point important à comprendre, c'est-à-dire que d'un point de vue retour d'expérience, on a 9 mois de définition pour cibler ce que j'appelle le portfolio le plus intelligent possible, le mieux structuré possible, à partir de conditions d'entrée qui incluent les topics, les priorités, qui se basent beaucoup bien sûr sur Networld Europe, qui est le European Technology Platform, et donc l'ETP, qui investigue les priorités, les challenges dans le contexte de ICT et des réseaux donc de télécom 6G, et ce fameux Strategic Research Innovation Agenda, SRIA 2022. La phase 1 se basait sur le SRIA 2020, donc là c'est le SRIA 2022 de Networld Europe, qui est un document important d'entrée, mais également, c'est là où en fait on a vraiment relevé le challenge grâce donc à la fois aux membres que je tiens vraiment à remercier de la task force, de la coordination team, les membres du board de l'association, des officiers de la commission, les coordinateurs de projet, puisqu'on a eu aussi la possibilité d'interagir pendant l'été avec les coordinateurs de la phase 1 qui très très positivement nous ont répondu sur une enquête que nous avons effectuée technique pour comprendre la couverture à haut niveau des projets de la phase 1, pour justement identifier quels étaient les gaps techniques à adresser et qui étaient peu couverts dans la phase 1, notamment si vous connaissez un peu la structure du SNS, ce qu'on appelle le Stream B, qui est vraiment dédié aux technologies, aux enablers de la 6G. Et donc, on a pu identifier là où étaient les gaps et renforcer ces topics, ces thématiques pour le Work Programme et pour le call 2023-2024. Donc, le Work Programme couvre à la fois le call 2023 qui va ouvrir donc en janvier et se clôturer en avril, et le call 2024, sachant que le call 2024 est défini à un certain niveau de détail, mais lui sera défini avec la même granularité et les mêmes détails que le call 2023 jusqu'en octobre-novembre 2023, ce qui signifie qu'en fait, on aura également la possibilité d'analyser rapidement une première analyse, le portfolio du call des projets sélectionnés dans le call 2023 pour finaliser la définition du call 2024. Donc, vous voyez un peu en termes de process. Donc, si je vais sur le slide suivant. Voilà. Donc très rapidement, parce que je garde un œil aussi sur la montre, donc très rapidement les principaux objectifs. Donc c'est à la fois le leadership européen pour la 6G, donc au travers des réseaux et des services intelligents, c'est également clairement développer le business et tout ce qui va être numérisation pour l'ensemble des entreprises. Donc c'est identifier quels sont les challenges, quels sont les besoins pour effectuer la recherche, l'innovation approprié, et également effectuer des développements, et on le voit comme dans le 5G PPP, pardon. Donc effectuer aussi, avoir des projets qui permettent de faire des tests, des pilotes, et donc à la fois dérisquer et engager des projets spécifiques avec les secteurs verticaux notamment. Et donc on envisage évidemment un impact fort au niveau sociétal, et donc pour le bénéfice globalement sociétal avec l'introduction de la 6G. Et il y a beaucoup de travaux évidemment qui voient la 6G sustainable, mais alors sustainable pas uniquement d'un point de vue energy efficiency, mais sur les trois piliers de la sustainability qui sont à la fois energy efficiency, mais également les aspects sociétaux, et également donc bien sûr les aspects business. Donc là, on a eu la phase de mobilisation, on a toujours la phase de mobilisation au niveau européen, de la communauté, des différents stakeholders. Encore une fois, l'association avec 250 membres. On a vu dans la phase 1, donc bien sûr, ce sont des calls complètement ouverts, et les projets, donc on a de l'ordre de 500 bénéficiaires, c'est-à-dire 500 organisations, entités légales différentes qui participent à la phase 1 de cet ordre de grandeur. Donc c'est vraiment un grand succès, la phase 1, et on voit le SNS comme étant un partenariat très ouvert.
Donc, si je vais sur le slide suivant, donc trois phases qui sont identifiées pour SNS, un peu sur le modèle. On prend en compte, c'est un point important en retour d'expérience, on prend beaucoup en compte ce qui a été effectué dans le 5G PPP pour étendre ce qui a bien fonctionné et bénéficier de l'expérience, pour surtout ne pas réinventer la roue, bénéficier de l'expérience et également fixer ce qui doit l'être. C'est-à-dire qu'on a vu, pour mémoire, c'était 93 projets dans le contexte du PPP 5G, donc avec une forte dimension programmatique, des working groups, travaillant ensemble, beaucoup de papiers, beaucoup de contributions aux standards, etc., etc. Donc ça, clairement, on veut en bénéficier, et on a un peu l'expérience et également d'autres points qu'on a trouvé perfectibles et qu'on essaie d'améliorer dans le contexte de SNS. Donc on voit la phase un peu exploratoire, puis la deuxième phase avec un développement full speed, on va dire, et une troisième phase qui sera plus d'évaluation, de tests et de pilote. Donc le point important, c'est qu'on a tous les projets. Le PPP n'est pas encore terminé, donc on a cette phase actuellement de transition. Donc le PPP est encore actif, on a des projets de la phase 3 qui vont se terminer en 2023 jusqu'au tout début 2024. On va avoir une transition vers SNS d'un point de vue privé qui se fait également via le relais, via le vecteur de l'association, donc maintenant 6G AI. Donc, pour info, si vous ne l'avez pas vu rapidement, c'est un document fédérateur, à savoir que dans le PPP, le dernier call stratégique objectif ICT 52 donc inclut un certain nombre de projets qu'on appelle enablers. Certains d'entre vous participent donc sans doute à ces projets. Dans le contexte de ICT 52, il y a également dans ce stratégique objectif le flagship, donc ce qu'on appelle le flagship project EXAX, qui est dans le contexte du PPP. Donc EXAX, c'est un projet du PPP. Qui donc ont produit ce document, ce white paper, avec une première vue en fait de perspective 6G à regarder avec d'autres documents dans l'état de l'art, puisqu'on sait très bien que la 6G est vraiment entrée dans une phase très très active de prédéfinition et de définition. Donc si vous ne connaissez pas ce document, je vous encourage à aller le parcourir. Donc là, un peu les différents blocs, à la fois sociétaux en termes de policy et de business qui sont attendus en fait par rapport à la 6G. Donc c'est clairement, c'était déjà le cas pour A5. C'est clairement pas juste N+1, donc c'est beaucoup plus que ça. Et donc on travaille à la fois un point qui était important donc là je vous fais également un retour d'expérience un peu en live. On a vu dans la transition 4-5G, donc dès le départ, comme je l'ai expliqué, le rôle et la cible qui étaient les secteurs verticaux, et donc d'aller au-delà, on va dire, de IMBB, et d'aller à la fois vers MTC et URLLC, et les différentes applications verticales. Là, c'est bien sûr le cas encore à nouveau. On a le renforcement, bien sûr, des aspects cybersécurité, des aspects sécurité qui sont très clairs. Il y a toujours la dimension service qui va être poursuivie, le côté Internet of Things, les senseurs, et on voit la 6G comme vraiment capable de connecter le human, digital et physical world, donc les trois à la fois. Et on va également en fait définir avec la 6G de nouvelles applications, de nouveaux business cases, et faire une plateforme, en fait, faire une technologie qui permettra le développement vraiment de très nombreuses applications, incluant également dans ces secteurs verticaux. Donc, si je vais sur le slide suivant, là, on identifie un peu les différents aspects. On va avoir bien sûr de plus en plus d'intelligence, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le contexte de la 5 et de la 6G. Donc, on retrouve à la fois la programmabilité, bien sûr, tout ce qui est sensor, la sécurité. On a encore entendu en France ce week-end les problèmes de sécurité dans le secteur de la santé avec les attaques. On a le côté déterministe et sustainable, comme je le précisais, sur les trois dimensions. Donc là, je vais accélérer, parce que je regarde le compteur. En fait, on voit les principaux domaines, les principaux blocs techniques, technologiques. On a aussi, bien sûr, l'aspect, juste pour en citer un, au-delà des aspects radio, des aspects réseau, de edge, optique, etc., des composants. On a aussi la composante satellitaire et globalement non terrestriale, qui va aussi jouer un rôle important, que ce soit via les apps, les drones, etc., et les satellites.
dans le contexte de la coverage et des différents services qui seront proposés. Et un point également important que je vais stresser dans la présentation, qui est lié au device component. Et comme vous le savez, en fait, au niveau des policies de la Commission européenne et en Europe, liées à tout ce qui est microélectronique, avec l'autre partenariat, donc Joint Undertaking, qui s'appelle Key Digital Technology et qui va bientôt être renommé en Chip Joint Undertaking, avec donc cette prioritarisation et le souhait de développer des synergies entre SNS et les différents partenariats, et parmi ces différents partenariats, en particulier notamment avec KDT, en fait. Donc les aspects microélectroniques, comme je vais l'expliquer brièvement un peu plus tard, sont des aspects également importants. Bon, au-delà de KDT, bien sûr, d'autres synergies avec le AI Data Robotic Partnership, avec le Photonic Partnership, etc. Donc là, le point important à vraiment comprendre, c'est encore une fois la course à la 6G, la définition de la 6G a déjà commencé, hein, donc dans les différentes régions. Je pense que vous le savez. La standardisation arrivera quand même assez rapidement. Donc vraiment, quand on regarde la structuration de SNS, il est très très important de travailler et de continuer à travailler maintenant déjà, je veux dire à full speed, vraiment avec beaucoup d'énergie. Sur les enablers et sur la prédéfinition de la 6G. Alors, un point important que je mentionnais aussi sur les aspects de la 4 à la 5 et maintenant de la 5 à la 6, on a au-delà des KPI, donc les KPI classiques avec ce qu'on appelle les spider diagrams, donc sur les différentes dimensions de performance, donc avec l'ensemble des KPI, et introduit maintenant la notion de KVI, donc de Key Value Indicator. Ça a été introduit donc initialement dans le contexte des projets ICT 52 avec Exaex et les projets qui sont dans la dernière phase du PPP 5G et qui regardent en fait et qui définissent avec beaucoup de travaux en cours actuellement sur quels sont ces Key Value Indicators, comment les qualifier, les quantifier dans le contexte de la définition de la 6G. Donc au-delà des KPI, si vous n'êtes pas familier avec les KVI, je vous encourage également, donc vous le trouvez, c'est mentionné également dans le white paper que nous avons vu quelques slides précédemment, mais c'est un point important aussi. Donc la standardisation, clairement, vous voyez le timing pour Smart Networks and Services, hein, puisque c'est un programme qui va durer au niveau des projets jusqu'en 2030, et donc, encore une fois, avec une première phase de standardisation qui devrait commencer pour l'aspect study dès 2025. Donc voilà. Donc là, c'est un peu un slide de gouvernance juste pour vous situer en fait le fonctionnement. Alors, Joint Undertaking différent du CPPP, du Public-Private Partnership 5G tel qu'on le connaissait. Donc le Joint Undertaking, une entreprise en fait commune, donc avec à la fois la Commission européenne et la partie privée, qui se retrouve dans ce qu'on appelle le Governing Board. Donc il y a le Governing Board qui donnera son approval, basé sur la revue, et l'approval dans le meeting officiel qui sera organisé le 14 décembre. Donc on va trouver aussi également derrière donc un office. De plus en plus d'informations est publiée sur le staffing de cet office, du SNS. Et il y a également donc l'association qui est la partie privée, dont l'Assemblée générale, encore une fois, se tient cet après-midi. Et on a également le TP, l'European Technology Platform, donc Networld Europe. Très important de mentionner également, contrairement à KDT, donc sur ce qui est microélectronique, le Joint Undertaking SNS n'inclut pas de financement des États membres. En fait, donc les États membres il y a des interactions multiples avec les États membres au sein du Member State Representative Group, ce qu'on appelle le SRG, qui, dans le contexte du Work Programme, s'est réuni avec la Commission européenne 4 fois. Le dernier meeting a eu lieu le 29 novembre pour, entre autres, reviewer les progrès de la définition du Work Programme. Donc la task force que j'ai eu le privilège de chairer, enfin que je chaire encore, de définition du Work Programme, et au sein associé au board de l'association, et avait comme mandat en fait de définir, comme mandat, le mandat
arrive à terme, puisque a priori le work programme est finalisé. Et donc de définir ce work programme pour les calls 2023-2024. Et comme je le précisais, le call 2024, lui, sera défini en détail l'année prochaine. Donc là, juste pour mémoire, et encore une fois, je les remercie, je les félicite, ça a été un travail très prenant les 9 derniers mois. Donc vous voyez les membres qui sont à la fois des membres du board, donc BM, ça veut dire business member en fait, des membres de l'association, du board de l'association, plus 2 représentants en plus des membres du board, donc à la fois qui sont représentants de l'association IoTi et en fait de PSCE, donc les 2 collègues Damir et David pour ces 2 associations. On a qui ne sont pas dans le board, 2 membres additionnels, donc Rui, qui est le chairman de Network Europe, et Colin Upstill, donc de Nessie, hein, donc à la fois pour les aspects donc Network Europe qui produit le SRIA, et Nessie sur les aspects software et services. Donc on a, comme vous pouvez le comprendre, vraiment une grande représentativité des différents acteurs pour définir le work programme. Donc voilà, alors là, en quelques bullet points, juste pour vous expliquer, donc les travaux commencent en mars. Moi, je considère la fin quasiment avec la version du 9 novembre, qui était un document d'input au dernier meeting entre la Commission européenne et les États membres, donc le SRG, qui s'est tenu le 29 novembre. Donc cette version input transmise donc aux États membres est discutée lors de ce meeting. Et donc en fait, pour toute la définition lors des derniers mois. Donc on a eu 28 meetings itératifs, c'est-à-dire que c'est vraiment, on part avec une donnée de base qui est donc clairement de définir cette... Alors, on peut l'appeler phase 2, moi je préfère parler de Work Programme 2023-2024, je vous l'expliquerai, en fait, c'est pas directement la suite de la phase 1, puisqu'il y a une partie, si vous pouvez retenir ce côté à la fois diversity et continuity. Il y a du diversity, donc c'est enrichir le portfolio et continuer à poursuivre les travaux un peu dans un contexte de phase 1 bis, en fait, continuité des travaux commencés dans la phase 1, on va dire, mais pas pour en faire une phase 2, et après on a aussi un aspect vraiment continuité qui est pouvoir avoir une suite aux projets qui sont dans la phase 1 et qui se termineront pour lesquels on envisage de poursuivre des travaux techniques de manière d'aller plus dans le développement, le prototypage, le proof of concept. Donc on a eu 15 meetings donc avec la Commission européenne, entre la partie privée et la Commission européenne. On a activé une task force, une core team dès fin septembre, donc avec 4 membres, donc une partie plus réduite par rapport à la task force qui avait déjà délivré une version quasi, on va dire à 80-85% de la définition du work programme. On est passé en mode accéléré pour converger, donc avec Alexandros, Carlos, Rui et moi-même, donc avec des interactions continues et convergence avec les officiers de la Commission européenne. Donc on a fait également, donc il y a eu trois meetings entre la Commission européenne et les États membres, et on a également effectué 3 consultations. Donc vous avez potentiellement participer aux consultations effectuées par l'association, et on a vraiment écouté ce qui était remonté dans les 3 consultations successives, et pour les membres, donc à chaque fois, en input de la consultation, nous communiquions le draft en cours du work programme, d'accord, donc le draft qui était le plus avancé, et on posait des questions sur la structuration, sur les objectifs, sur les priorités, sur les retours, et on a bénéficié, puisque moi je suis vraiment fan d'intelligence collective, on a vraiment bénéficié de retours très très intéressants de la part des membres qui nous ont permis d'enrichir en fait la définition du work programme. Donc pour mémoire, l'Assemblée Générale cet après-midi, le 12, si vous êtes membre, donc il sera organisé un brokerage event qui, avec là actuellement ouverture à potentielle présentation de membres qui souhaitent s'exprimer et déclarer leur intérêt ou déclarer une recherche de partenaires, etc. Et donc la date vraiment clé dans les prochaines étapes, c'est encore une fois, le 14 décembre, où le Governing Board se réunit et approuve officiellement. Donc juste derrière ça, la date n'est pas encore connue, mais a priori, avant les vacances scolaires de Noël, la prépublication du Work Programme et le lancement de l'appel à projet officiellement, qui devrait être ouvert d'un point de vue process, d'un point de vue tool,
en janvier. Et il est prévu, donc, côté SNS, côté Commission européenne, l'organisation de InfoD, InfoSession, Brokerage Event, et le deadline de l'appel à projet pour avril 2023. On ne connaît pas encore la date précise. Donc là, ça c'est la roadmap telle qu'elle est présentée dans le document officiel programmatique qui, dès le départ de SNS. Le point important à retenir, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de cette figure, c'est les 4 streams, stream A, B, C, D. Le stream A, c'était tout ce qui était recherche-innovation sur l'aspect 5G Advance, en fait, pour aller vers la 6G. Donc le stream A a été activé dans la phase 1. Donc on va avoir 7 projets qui vont commencer au 1er janvier dans le contexte du stream A. Le stream B qui est vraiment le stream 6G, donc qui concentrait l'essentiel des efforts du Work Programme 2021-2022 pour la phase 1, qui est poursuivi, comme je l'expliquais. Il est très très important de continuer cet effort, et donc c'est dans cette dimension que j'évoquais, qu'on va parler en fait de diversity au niveau du portfolio pour le call 2023. Donc on fait un appel pour aller renforcer et avoir encore un certain nombre de projets d'enablers technologie pour aller explorer différentes pistes techniques et technologiques pour aller complémenter les 18 projets plus le flagship de la phase 1. Donc appel à projet sur des domaines techniques dans le contexte du stream B, alors que dans le call 2024, ce sera plus dans une optique de poursuite et de suite, de follow-up. Là, on pourra parler de phase 2, en fait, des projets qui auront été commencés dans le contexte de la phase 1. Donc après, le stream C, qui est, si je schématise, qui est vraiment à haut niveau, c'est vraiment les plateformes, donc tout ce qui est plateforme de test. On peut faire un parallèle avec l'ICT 17 du PPP 5G, en fait. Donc là, on a un portfolio avec 3 projets qui vont commencer de la phase 1 au 1er janvier. Et donc, dans le call 2023 et dans le call 2024, on va renforcer, donc je vais vous expliquer dans quelques minutes, la cible dans le call 2023-2024. Et après, on a le stream D, en fait, qui est les pilotes verticaux, qui, là, vraiment poursuivre l'expérience qui a été commencée et qui a été développée dans le contexte du 5G PPP. Alors, la question avait été posée au moment de la phase 1. Pourquoi, alors qu'on est vraiment au début de SNS, pourquoi, dès le départ, avoir déjà des projets avec des tests et des proof of concept et avec les verticaux, sachant qu'on n'a pas du tout, bien sûr, d'équipement 6G ou de module 6G. Donc, l'idée qui est très, très importante, c'est qu'on a développé un momentum vraiment successful qui fonctionne très très bien avec les collègues des différents secteurs verticaux, des différentes industries, et donc on le poursuit. Et on avance, bien sûr, donc pas à pas, et on intègre, et on va intégrer ce qui viendra de stream A, B, C dans le contexte du stream D. Donc évidemment, les premiers projets qui vont commencer au 1er janvier 2023 vont être plus dans une optique 5G, 5G Advance, mais vont poursuivre les travaux sur ces interactions avec les secteurs verticaux pour mieux comprendre également quelles sont les attentes, quels sont les requirements de ces secteurs verticaux. Et donc, on a estimé dès le départ que c'était important de poursuivre cet effort. Alors, bien sûr, ça va se développer en termes de budget dans les prochains appels à projets. Et petit à petit, on va avoir de moins en moins de projets Stream B et de plus en plus de projets Stream C et Stream D. Donc, pour mémoire, vous vous souvenez sans doute, dans le PPP, on avait 3 phases avec, pour la phase 1, la phase 2, 2 work programmes, 2 appels à projets, et pour la phase 3, des appels à projets consécutifs, successifs, avec des stratégiques objectifs, et donc de manière successive. Là, en fait, donc on a aussi les 3 phases, l'idée d'avoir les 3 phases, et par contre, on s'oriente, on a des calls annuels. C'est-à-dire que ce qui était le cas donc pour le Work Programme 2021-2022, c'était juste un call dont la deadline était en avril. Et là, maintenant, on a le call 2023, puis le call 2024, et on s'attend à avoir le call 2025, sachant que le call 2023 plus 2024 totalise un budget de 261 millions d'euros. Donc on avait 240 millions d'euros sur la première phase, là on a 261 millions d'euros, et donc on aura sur les calls suivants, donc 2025 plus, la poursuite en termes de budget, mais encore une fois, qui iront sur le stream, plutôt sur le stream C et le stream D.
Donc, ça, c'est une version améliorée qu'on trouve qui est récemment présentée. Alors, un point, je l'ai inclus également parce que, en fait, au-delà d'être la version la plus à jour, on a aussi, c'est un point qui est en cours de discussion, donc au niveau privé, avec la Commission européenne, avec les officiers de la Commission européenne, qui avait déjà été posé dans le contexte du 5GPPP, qui était de l'organisation éventuellement conjointe de démonstration lors d'un event européen. Donc ça avait été abordé, ça n'a pas eu lieu. Vous vous souvenez peut-être que pour le PPP 5G, c'était l'objectif éventuellement pour l'UEFA 2020 d'avoir des démonstrations qui étaient en lien direct avec les pilotes et les tests du 5G PPP. Donc là, la question se pose dans le contexte de SNS et la 6G, c'est une question qui est complètement ouverte aujourd'hui. Donc voilà, alors ça peut paraître très complexe si vous le découvrez, si vous le voyez pour la première fois. En fait, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est une illustration de comment le programme, quand on essaie de construire le portfolio le plus intelligent possible, on verra, on espère avec l'expérience que c'était le cas, on voit quelles sont les sorties des différents streams, des projets qui alimentent les entrées des streams dans les phases suivantes. En fait. Donc on voit bien la logique programmatique, ça c'est un point vraiment important, et on voit aussi cette notion que je vous mentionnais qui est fondamentale pour bien comprendre le Work Programme et le code 2023 et le code 2024, encore une fois, à la fois de diversité et de continuité. Donc, alors, je vais aller directement sur ce point. Alors, je ne pense pas que ce soit nouveau pour la plupart d'entre vous, mais peut-être le slide qui est basé uniquement sur cette communication publique de la Commission européenne qui a été effectuée le 7 octobre. Pour l'instant, pas plus d'informations, sauf les press releases qui ont été effectuées déjà par certains des 35 projets. Donc, vous voyez les 7 projets qui ont été évalués, sélectionnés pour le stream A, les 18 projets plus le flagship, en fait, qui s'appelle X2, qui sur le stream B, qui commenceront, donc tous les projets commencent au 1er janvier. Le stream C, les plateformes avec les 3 projets, le stream D, les 4 projets de vertical pilot, et en fait deux coordination support action, une pour accompagner l'opération, le fonctionnement de SNS, et une qui est liée aux coopérations internationales. En fait, donc ça, c'est le portfolio. Ça, c'est le portfolio de la phase 1. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a eu la possibilité, grâce donc aux officiers de la Commission européenne et aux coordinateurs de ces propositions, qui étaient acceptées, donc là, c'était des propositions, en fait, évaluées, sélectionnées, de faire cette survey pendant l'été, qui nous a permis de définir, en fait, où étaient les gaps. Donc voilà, j'y viens. C'était notamment on a vu une couverture par rapport au Work Programme 2021-2022 qui avait servi de base à l'appel à projet, donc une couverture vraiment très satisfaisante, mais par contre avec des gaps ou pas du tout de couverture sur certaines thématiques. Donc on a veillé à ce que ces thématiques soient clairement incluses en plus des autres thématiques prioritaires, mais à ce qu'elles soient clairement mentionnées dans le contexte du Work Programme 2023-2024. Typiquement, par exemple, les aspects, si je prends l'exemple de refarming, réutilisation spectrale, ça semblait relativement très peu couvert dans le contexte du Work Programme 2023-2024. Donc, du Work Programme 2021-2022, donc dans la phase 1. Donc si, en fait, ici, donc ça sont les topics qui sont apparus comme étant des topics nouveaux dans le Strategic Research Innovation Agenda 2022, donc à comparer à sa précédente édition en 2020, et donc topics que nous avons également intégrés dans le contexte du Work Programme 2023-2024. Donc on a, comme je le précisais plus tôt, on renforce et on a un strand, donc sous le stream on parle de strand en termes pour la terminologie, donc on a un strand qui est clairement dédié aux aspects microélectroniques qu'on trouve. On a aussi donc l'introduction dans ce Work Programme de coopération internationale. On cible pour 2024 un projet, alors qu'on n'appelle plus flagship, mais qu'on appelle Lighthouse, en fait, sur l'aspect sustainability, en fait. Donc, voilà, les thématiques qui sont apparues également importantes à trouver dans le Work Programme 2023-2024. Donc là, en 2 slides, et après je terminerai cette présentation, et on pourra ouvrir des questions. Donc, voilà
au jour d'aujourd'hui, moi, comme j'expliquais donc à Thierry et à Olivier, aux organisateurs, on ne peut pas aller plus loin en fait en termes de communication. Vous avez potentiellement reçu, si vous êtes membre, on a fait un webinaire, on a effectué un webinaire récemment, donc vous avez peut-être reçu une version draft également, hein, avec les disclaimers du Work Programme. Vous l'avez peut-être reçu au niveau national, au niveau français, membre ou non membre. Et en fait, par contre, le document officiellement sera communiqué, comme je vous le précisais, après la réunion du Governing Board du 14 décembre. Par contre, donc, je voulais vous expliquer avec une vue à un premier niveau l'organisation et ce qui est prévu dans le call 2023 et dans le call 2024, avec encore ce disclaimer, c'est une draft version qui est officiellement non encore approuvée. Donc dans le Stream B, on poursuit, comme dans la phase 1, en fait, donc on retient la notion pour le call 2023 de diversity. Donc on poursuit des travaux sur système architecture, sur wireless signal processing, sur tout ce qui est comme infra, technology devices et les services et la sécurité. Donc en fait, l'idée, c'est donner un booster. On a 18 projets plus un flagship dans la phase 1. Donc là, on cible à nouveau d'avoir au total 18 projets qui sont cette fois-ci un peu avec un budget un peu réduit, qui visent l'OTRL, qui sont, si vous avez participé au précédent webinaire, ou si vous avez vu le document, en fait, donc qui sont l'OTRL, Research Center Academic Driven, et qui ont vraiment un objectif d'aller explorer, d'aller trouver vraiment des technologies un peu disruptives et d'aller préparer la 6G, les énablers de la 6G. Donc on s'appuie, on continue, et le Stream B est vraiment très important dans le contexte du Work Programme 2023-2024 et notamment du call 2023. Donc on vise normalement 18 projets sur ces aspects-là. On vise 3 projets en fait sur les aspects microélectroniques, donc aussi avec un budget un peu supérieur au budget de ces projets-là. Donc 3 projets qui sont dédiés sur des aspects microélectroniques et qui sont également qui ont été discutés avec KDT, donc le Joint Undertaking, le partenariat sur la microélectronique. Et donc important, on commence la coopération avec un premier projet de recherche et d'innovation. On commence la coopération EU-US. Donc je vous encourage vivement, et c'est important qu'on discute dès aujourd'hui, en fait, je vous encourage vivement si vous souhaitez participer à ce strand, à ce type de projet, à vraiment ne pas tarder, puisqu'il est prévu des coopérations. Donc c'est un projet qui sera financé au niveau européen, mais il est envisagé, souhaité d'avoir une contrepartie côté US et ce qu'on appelle un peu un twinning côté américain, US. Et donc sur tous les aspects d'artificial intelligence, donc avec soumission en avril. Donc un point important à prendre en compte dans votre agenda aussi. Donc après sur le Stream C, donc là il est envisagé beaucoup d'interactions, beaucoup de réflexions sur comment structurer au mieux. Il est envisagé, c'est à la fois de la diversity, donc c'est un nouveau projet plateforme, mais avec une dimension, donc avec un budget plus important, une dimension importante à prendre en compte, c'est ce projet va commencer, alors ce ne sera pas le seul, mais ce projet va commencer, il y en aura d'autres après, les travaux de fédération, en fait, et de développer à la fois les synergies, à la fois avec les projets nationaux. Donc on sait très bien que, mettons, le flagship en Finlande, le flagship en Allemagne, les différents pays commencent vraiment et ont des plateformes labellisées 6G vers la 6G. Et donc l'idée, c'est de développer des synergies avec ces plateformes nationales, mais aussi entre les projets de SNS. Donc ce projet-là a comme objectif de commencer à fédérer. Donc va travailler notamment avec les 3 premiers projets de la phase 1. Et s'apprêtera à travailler avec les projets suivants de SNS. Et après, donc, on envisage 2 projets Stream D, donc verticaux. Beaucoup de discussions également. Important, la cible, c'est un projet spécifique, donc Automotive Transportation, donc dédié à l'Automotive Transportation. Et en analysant avec le survey que je mentionnais précédemment sur les projets de la phase 1, on a vu, en termes de couverture de secteurs verticaux, 4 secteurs qui étaient peu couverts par rapport aux autres. Donc, typiquement, on avait Industrie 4.0 qui était très bien couvert, juste pour donner un exemple. Mais par contre, l'aspect santé,
Smart Cities, Farming et Education assez peu couverts dans la phase 1. Donc en fait, quand vous regarderez, si vous ne l'avez pas encore vu, quand vous regarderez le Work Programme, l'appel à projet, vous trouverez donc la possibilité offerte aux futurs consortia, soit d'aller sur un de ces secteurs, soit un ou plusieurs de ces secteurs, jusqu'à 4, mais vraiment de cibler ces 4 secteurs, encore une fois, santé, Smart Cities, Farming et Education. Et donc après, une CSA qui va couvrir les aspects sociétal et au départ les aspects souveraineté. Donc ça, c'est le call 2023 avec 132 millions d'euros. Et le call 2024, alors là, encore plus de disclaimers, ce sont des orientations, et encore une fois, on va définir en détail le contenu technique, donc à la fois le expected impact et le scope j'imagine, on réactivera les travaux dès le premier trimestre 2023. Donc là, on retrouve les 4 topics, en fait. On va retrouver architecture, etc. L'idée, par contre, c'est de cibler cette fois-ci des projets avec un budget plus important et 2 projets par topic, en fait. Donc, on les situe cette fois-ci plus dans un contexte phase 2, encore une fois. Donc, c'est une poursuite des travaux et des investigations commencées dans le contexte en bénéficiant déjà des 2 premières années d'expérience, des 2 premiers retours sur tout ce qui est modélisation, définition, premier pas sur l'architecture, etc. Donc, ça, un certain nombre de projets. Et il y aura encore un booster sur ces projets dans le call 2025, puisqu'on va continuer à les travailler dans un contexte phase 2, phase 3, dans le call 2025. Donc après, on a 2 axes de coopération, donc 2 strands de coopération, encore une fois, un draft orientation vers le Japon et la Corée, donc avec 2 projets qui seraient ciblés. Et très important, donc le Sustainability Lighthouse, un projet avec un budget conséquent sur les aspects, encore une fois, Sustainable 6G, mais aussi 6G for Sustainability. Donc comment la 6G va permettre d'améliorer globalement pour la société. Et si je prends l'aspect Energy Efficiency, l'efficacité énergétique dans les différents secteurs, juste pour illustrer sur ce segment-là. Stream C, alors c'est là où on espère vraiment également un impact fort des synergies avec les différents partenariats. Donc l'idée, c'est d'avoir un projet avec un budget significatif sur la microélectronique, qui va donc prendre en compte les 3 premiers projets qui sont dédiés dans le contexte du call 2023, mais qui surtout va prendre en compte ce qui est développé dans le partenariat KDT pour possiblement l'intégrer dans le contexte des plateformes de StreamC. Donc le projet StreamC qui est visé là, dans le contexte du call 2024, va être un projet de plateforme avec une vocation importante à intégrer les premiers composants et des premiers enablers développés par SNS et aussi par KDT. Donc, more to come, hein, c'est en tout cas l'approche qui est choisie. Et pour le StreamD, d'avoir 2 projets verticaux, en fait, au jour d'aujourd'hui, complètement ouverts. Donc, autant je vous expliquais que c'est automotive et puis les 4 secteurs pour le call 2023. Là, aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Il se peut que, en analysant le portfolio, en voyant l'année, en fait, les 11 prochains mois, on s'oriente vers un focus spécifique, mais aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Et donc, après, une coordination support action qui, dans la suite de SNS Ops, donc un appel à projet pour poursuivre les travaux de coordination et de support. J'ai été plus long que prévu. J'espère que, par contre, donc la présentation, là, en termes de contenu, je termine la présentation. Donc j'espère que c'était compréhensible et intéressant. Et n'hésitez pas, alors je n'ai pas encore eu le temps de regarder les questions, je vais regarder ce qui est tombé comme question et je vais repasser la main à Thierry. Ouais. Ouais. Merci. Il n'y a pas encore de questions, mais juste peut-être avant je poserai la première oui, bien sûr. Pour lancer un peu la chose. Donc il reste un petit quart d'heure pour poser les questions. Ouais, très bien. Ça laisse le temps aux participants qui ont été fidèles depuis le début pour les poser. En tout cas, merci beaucoup Didier pour ton intervention. Notamment, on a bien compris. L'exercice était un peu délicat parce que tu ne pouvais pas rentrer dans le détail, on a bien compris. Bien sûr, il fallait trouver un espèce de modus vivendi entre ce que tu pouvais dévoiler, qui est déjà connu des initiés, hein, on a bien compris, et ce qui est moins connu de ceux qui sont moins initiés, qui sont moins impliqués dans le partenariat. Alors, ouais, tout à fait. Voilà. Les membres, encore une fois, les membres de l'association ont reçu les versions consécutives du Work Programme et donc ont un accès
en étant membre de l'association. Par contre, d'un point de vue public, effectivement, le public, c'est après, comme je le précisais, après le 14 décembre. On a eu l'opportunité, c'était très intéressant, de faire une session où on avait un workshop en fait organisé entre l'Europe et Taïwan, où on a pu aussi commencer à communiquer, mais à un certain niveau de détail. Donc là, je pense que vous avez, j'espère, à la fois pu bénéficier un peu du retour d'expérience, de comment ça fonctionne, parce que la même opération, a priori, sera poursuivie en fait, donc, pour les futurs appels à projets, sachant qu'ils seront cette fois-ci directement définis par la partie Office au niveau de SNS, parce que l'Office n'est pas encore complètement, mais ça va bientôt l'être, complètement lancé en fait, donc continue à se staffer. Mais sinon, ça vous a permis de voir un petit peu comment cette définition s'est faite de manière itérative. C'est un point très très important, c'est on n'arrive pas en mars, avril avec une vue directement tout intégrée en disant voilà, c'est le Work Programme, c'est ça. Ça se fait vraiment à la fois par une analyse fine de ce que pourrait être, quelle est la vue de la 6G, des challenges techniques et technologiques, une interaction forte donc avec le TP, avec tous les travaux d'identification des key building blocks. L'analyse, ça c'était vraiment une chance, toute première analyse du portfolio des projets de la phase 1, et repérer les gaps et repérer un peu ce qui devait être renforcé, etc. Et avec des retours systématiques, donc une interaction très très forte entre la partie privée, donc l'association et les officiers de la Commission européenne, pour converger ce document, et également donc la chance d'avoir à quatre occasions successives, en fait tous les 2 mois à peu près, une interaction avec les États membres pour en fait écouter, prendre en compte les feedbacks, notamment si je prends juste un exemple, le renforcement des synergies, c'est quelque chose qui était là dès le départ, mais les renforcements, ça a été décidé aussi, notamment en septembre, avec sur l'aspect plateforme, etc. Donc voilà. J'espère que les membres de Systématique ont trouvé la présentation intéressante. Alors, juste avant de donner la parole, j'ai vu qu'il y a une question, je ne sais pas si tu la vois dans ton onglet questions ou pas, Didier, d'Emmanuel de Tarot, mais juste avant bonjour Emmanuel. de répondre à Emmanuel, et bonjour Emmanuel. Moi, j'avais juste une question très pratico-pratique, en mettant dans la position du non-initié. Quand le document sera pré-publié, d'ailleurs c'est le cas d'ailleurs de tout ce qui traite d'Horizon Europe, où est-ce qu'on pourra se procurer le document à la version dite pré-publiée? Est-ce qu'il faudra aller sur le site du partenariat européen SNS? Est-ce que c'est l'endroit de référence, en l'occurrence, pour pouvoir récupérer ce document? Oui, en fait, là, actuellement, donc il y a à la fois la Commission européenne qui si je prends l'appel à projet, et donc l'identification des 35 projets sélectionnés donc pour SNS phase 1, là, il y a la press release de la Commission européenne. Et en fait, donc on trouve, si vous cliquez sur le lien que j'ai inclus dans le slide, si vous cliquez sur ce lien, vous trouvez la press release, et il y a un certain nombre d'informations sur SNS. Donc là, aujourd'hui, au jour de vendredi dernier, il y a le SNS website qui est officiellement lancé. Sinon, il y a bien sûr aussi le site de l'association, 6GIE, où on trouve toute l'information sur l'association, et au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'informations bien sûr sur le PPP 5G, les position papers, les white papers, puisqu'officiellement, le SNS n'a pas encore, les projets n'ont pas encore commencé. Les projets commenceront au 1er janvier. 1er janvier. On a bien compris. Donc, on est un peu dans une situation un petit peu comme ça de mise en place. Ouais, et donc, exactement. Voilà. L'idée, c'est d'aller sur ce site web pour récupérer les. Voilà, exactement. Et il y aura une press release. De toute façon, il va y avoir une press release. Ça devrait atteindre toute la communauté. On va surveiller ça de près pour pouvoir le relayer aussi dans les canaux systématiques. Tout à fait. Très bien. Je ne sais pas si tu veux la question d'Emmanuel. Oui, je la vois. Très bien. Je remercie. Je te laisse y répondre, du coup, Didier. Ouais, merci Emmanuel. En fait, donc Emmanuel qui connaît bien, puisqu'il est directement impliqué aussi dans le board, il était aussi dans la task force. Donc en fait, on a ce plan, je mentionnais en Finlande, mais en Allemagne, donc avec les projets qui ont été annoncés avec les press releases et qui ont commencé. Donc clairement, on va avoir l'organisation
d'un certain nombre de workshops, d'interactions. Il n'y a pas de projet conjoint. Ça, c'est un point important. Même avec les partenariats, même avec KDT, les partnerships, il n'est pas envisagé de faire des projets conjoints entre deux partenariats. Il n'y aura pas de projet conjoint entre le programme allemand ou autre pays et SNS. Par contre, il y aura des interactions fortes organisées par l'intermédiaire de workshops, par l'intermédiaire de... on peut envisager aussi, pourquoi pas, d'avoir des contributions communes, en fait, entre les différents programmes à divers documents. On va, alors je mentionnais sur l'aspect plateforme, clairement avoir des interactions justement avec les hubs et donc développer des synergies. Ça commence, c'est en cours. Là, je peux pas citer, mais on a un autre pays qui lance aussi un programme qui demande également à établir un plan d'action, comment développer les synergies entre les plateformes dans ce pays et les plateformes qui seront développées et qui vont être financées dans SNS. Donc après, Emmanuel, bien sûr, on a aussi en lien direct avec les policies européennes. Donc on imagine bien que les projets allemands, finlandais, etc., vont être fortement contributeurs à la stratégie et aux policies européennes, par exemple sur les notions de cloud ou d'intelligence artificielle ou de cybersécurité, comme le sera SNS. Et donc c'est là où il y aura des points de rencontre très importants. Oui, ouais, tout à fait. On sent vraiment les synergies à plusieurs niveaux à organiser. La ICE, en fait, la Coordination Support Action, regarde les synergies et les étend également, par contre, dans un contexte plus international, en fait. Donc, à la fois les synergies entre partenariats et au niveau européen, mais également comment travailler conjointement pour développer, c'est le but, au final, avoir un seul standard et pas une multiplicité de standards 6G. Merci Didier. Alors, comme il n'y a pas encore d'autres questions, je vais peut-être en placer une entre deux. Bien sûr, bien sûr. Je précise d'ailleurs, on est censé s'arrêter à 12h30, mais on peut déborder un peu. Est-ce que c'est OK pour toi, Didier, si on dépasse de 5-10 minutes l'horaire affiché? Donc, si vous avez si on a des intérêts, des questions, voilà, bien sûr. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on pourra laisser le webinaire encore ouvert au-delà de 12h30. Mais moi, j'avais une question par rapport aux PME, puisque c'est quand même des membres qui sont très présents dans Systématique. Quel rôle vois-tu pour les PME, alors en l'occurrence celles qui sont membres du Hub Digital Infra, mais au-delà de Systématique, quel rôle vois-tu pour elles et à quelles conditions? Je pense notamment aux aspects financiers, puisque j'imagine qu'il y a des spécificités financières qui sont propres aux partenariats européens, notamment en termes de co-funding. Tu pouvais juste très rapidement nous dire, voilà, est-ce qu'il y a un rôle pour les PME, lequel et selon à quelles conditions? Oui, bien sûr. Les PME sont extrêmement importantes. Comme elles l'étaient dans le PPP 5G, et comme elles le sont dans le PPP 5G, elles le sont et le seront pour SNS. Donc clairement, c'est un des, notamment en termes de mesures, parce que c'est important aussi de se fixer des objectifs. Donc il y a un des KPI au niveau programme qui reste toujours avec une cible de 20%. Et il faut savoir que les partenariats sont aussi ACC évalués par la Commission européenne et globalement sur le fait d'atteindre les KPI. Et donc, on a une cible et c'est atteint dans le contexte du PPP 5G et de mémoire. C'est également, même dans la phase 1 de SNS, ça doit être sur la cible ou juste au-dessus ou juste en dessous, mais c'est de cet ordre-là. Donc, effectivement, les PME rôle très, très important. Moi, comme vous le savez, je suis un fervent défenseur et fan de tout ce qui est écosystème et de travailler ensemble. Et donc, à la fois les acteurs industriels, grandes entreprises, PME, les acteurs centres de recherche académiques, etc. Donc, oui, pour répondre à ta question, rôle très important dès le départ, dès la première phase et actuellement, oui, tout à fait. Alors après, sinon, juste pour info, là, je peux pas te donner les détails parce que, encore une fois, c'est pas complètement validé par le Governing Board, mais il y aura, de la même façon que dans la phase 1, on avait vu, c'est un peu plus compliqué par rapport à un PPP, mais il y a cette notion, je rentre surtout pas dans les détails, mais il y a cette notion de ICOP liée au financement globalement du Joint Undertaking, donc IKOP et IKAA, qui sont à calculer également, et donc il y a certains critères par rapport aux membres en fait de l'association et aux organisations qui sont non membres de l'association. Donc ça a été aussi analysé, défini de manière très attentive pour trouver un équilibre
équilibre, parce que bien sûr, encore une fois, c'est très très ouvert, mais avec aussi un pourcentage en fait qui permet de garantir, parce que je rappelle que ce qui est ICOP, donc ne compte que les membres de l'association. C'est comme ça, c'est une définition contractuelle légale. Donc au niveau des partenariats européens, ne sont comptés dans le calcul de l'ICOP que les membres de l'association. Donc tous les bénéficiaires qui ne sont pas membres n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ICOP. Et donc là, il y a une cible d'ICOP qui a été définie, ce qui conduit à un certain taux de participation demandée des membres versus les non-membres. Donc bon, c'est un peu de détails. Financière, pardon, tu parles de non, participation enfin de participation dans les projets par rapport au budget qui sera alloué après. C'est-à-dire que autant de pourcents dans les consortia de membres de l'association et autant de pourcents c'est juste cet aspect-là. Oui, d'accord. Ouais, qui sont. Mais c'est juste. Et si on rentre dans l'aspect financier, du coup, alors concrètement pour un non-membre, par exemple, je suis une PME non-membre, voilà, j'attends impatiemment la sortie du work programme. Les PME non-membres. Comment je peux participer? Les PME non-membres, comme les PME membres participent, c'est vraiment ouvert. Hein, c'est ouvert. Donc, globalement, c'est dans les conditions qui sont précisées. Il y a juste dans le stream D où il y a des conditions plus strictes sur membres ou pas membres. En fait, hein. Donc, c'est à regarder en détail quand ce sera publié. Là, je ne veux pas en dire plus aujourd'hui, mais à regarder en détail quand ce sera publié. Ouais. Mais donc, juste pour attirer l'attention, parce qu'on l'a vu dans la phase 1, dans certains contextes, on a vu avant la deadline de l'appel à projet, certaines organisations qui se sont décidées à devenir membres justement avant l'appel à projet. Quoi. Donc là, on a à peu près de l'ordre de 250 membres dans le contexte de l'association. Alors après, la question, c'est appel complètement ouvert, hein, donc toutes les organisations, toutes les legal entities en fait, peuvent participer. Après, comme on le disait, en étant membre, on a bien sûr tous les meetings, toutes les réunions, tout ce qui est organisé, tous les documents qui sont la participation aussi à un certain nombre de. Je mentionnais le brokerage event la semaine prochaine. Oui. Il est de facto réservé aux membres. Les consultations, elles sont avec les membres, etc. Donc bon, c'est après. C'est chaque entité légale, chaque organisation qui se décide. Oui, tout à fait. Okay. Et alors, si on prend le cas, alors je sais que vous êtes en train vous allez annoncer donc les premiers calls, ceux qui seront financés, hein, qui vont démarrer au 1er janvier. Typiquement, les PME qui sont dans les consortia, quel taux de financement on leur demande dans les projets? Est-ce qu'il y a à la fois en termes de pourcentage et en termes de volume financier? Est-ce que tu peux nous donner quelques indications là-dessus? En termes de, en fait, tu sais, sur la partie, tu as sur les projets RIA, les industriels sont financés à 90%, en fait, et tout ce qui est académique et centre de recherche sont financés à 100%. Donc ça, c'est un point important. Mais il n'y a pas de contribution, pour répondre précisément à ta question, il n'y a pas de contribution, c'est un principe de financement, et donc tu as un cost claim et tu as un remboursement, en fait, hein, d'accord. Donc après, c'est pas. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est pour la PME qui est dans un consortium. Elle déclare ses coûts comme c'est classique. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et elle a un remboursement sur la base de ce qui est décrit. Voilà, après, sur les projets IA, sur les projets innovation, le pourcentage est plus faible pour l'industrie, c'est 70%. Mais ça reste des taux élevés. Et donc, justement, ce que je mentionnais, la notion d'ICOP, qui est calculée, qui est un différentiel entre le coût. En fait, le coût au niveau budgétaire et ce qui est remboursé en fait. Donc typiquement l'ICOP, il y a des règles avec une valeur d'ICOP à respecter, mais ce serait trop technique pour cette présentation. Mais par contre, j'incite les personnes qui feront partie de propositions, de proposals, à bien checker ces aspects-là avant la soumission en fait. Hein. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Je vais en poser encore une autre, si je peux. Tu parlais que vous aviez atteint vos KPI en termes de participation de PME, donc autour de 20%. Ce sera le cas donc, là, pour les projets qui vont être lancés officiellement. La part des PME françaises, est-ce qu'il y a une room for improvement, comme disent
comme disent nos amis anglo-saxons. Est-ce qu'il y a des pays qui se détachent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un effort L'information n'est pas encore... parce qu'en fait, le point, c'est que nous, quand on a analysé la couverture technique, en fait, on l'a analysé, mais sans aucune donnée financière ou autre. C'est purement une analyse technique. Il faut attendre ma compréhension. Vous connaissez le portail qui est magnifique, hein, le portail qui est donc Commission européenne avec l'ensemble de tout ce qui est financé. Donc c'est un portail qui est public où vous pouvez entrer des critères, des filtres, etc. et sélectionner un instrument, un programme. Donc dès que les informations seront rentrées, moi ma compréhension sera en janvier, pas avant janvier, vous pourrez voir. Exactement. Vous pourrez voir les 35 projets, en fait, et donc les partenaires, les taux de financement, de la même façon qu'on l'a en fait sur Cordis, hein, quand on regarde sur Cordis. Oui, tout à fait. Donc là, ce sera, et on pourra avoir avec ce dashboard, ce sera possible, sur ta question, qui est une question très pertinente, de sélectionner country France, catégorie SME, et de voir le chiffre du funded budget. Moi on n'a aucune information à ce stade. Mais ce sera à monitorer, clairement, tout à fait. Ouais. Okay. En tout cas, nous, si on a une contribution à faire côté systématique, sur le partenariat européen, CIG-SNS, et plus largement sur les projets européens, et ceux notamment qui sont dans Horizon Europe, c'est évidemment faire en sorte que le plus possible des membres de systématique en particulier puissent avoir l'information sur tous ces appels à projets et puissent y participer dans la mesure de leur capacité, de leur intérêt et de leur contribution par rapport au sujet technique que tu as évoqué dans les différents streams de l'appel à projet, des futurs programmes de travail 2023-2024. Écoute, je ne vois pas d'autres questions. Moi, je peux juste faire un encouragement, oui, juste un encouragement par rapport aux membres de systématique et vraiment la valeur ajoutée des membres, de dire qu'en fait, donc pour les membres de systématique qui sont membres de CGIE, on a eu l'occasion d'interagir et certains ont été très justement dans les retours, dans les discussions en 2022, on avait de très bons inputs pour la définition du Work Programme et du call 2023. Donc là, après, on a eu des interactions aussi potentiellement en direct, etc., avec ce qui était possible de partager comme information sur l'avancement de la définition. Là, pour le call 2024, moi, mon encouragement, c'est encore une fois, je pense que c'est vraiment important de comprendre que les deux calls ont été, c'est un peu comme deux jambes en fait, hein, donc ils ont été définis en même temps. Justement, encore une fois, je reviens toujours parce que j'aime bien cette notion de diversité et de continuité, donc ils ont été définis pour essayer d'avoir un ensemble qui conduise si possible, au portfolio le plus intelligent, le plus adapté possible. Donc le call 2024, il est structuré, il a un niveau de définition donné, mais il est encore très ouvert en termes de contenu technique, notamment pour le Stream B, par exemple. Si on voit architecture, il faut prendre en compte que on a donc un certain nombre de projets d'architecture, 5 projets d'architecture sur la phase 1. On va avoir donc a priori nous on cible aussi 5 projets encore sur l'architecture dans le call 2023. Donc on aura une dizaine de projets enablers sur l'architecture. En fait, on va définir dans le contexte du call 2024 plus en détail ce qui doit être appelé dans l'appel à projet pour ces projets qui vont être des projets d'enabler architecture. Donc basé aussi sur ce qui aura été commencé, qu'est-ce qui semblera le plus prometteur, etc. Donc là, typiquement, c'est vraiment aussi un appel vers les membres de systématique. Si vous le souhaitez, vous êtes clairement, comme c'était déjà le cas pour les consultations du call 2023, exprimez-vous parce que je peux vous dire qu'on a regardé, analysé et répondu aussi dans les webinaires à tout ce qui est remonté. C'est-à-dire que et c'est comme ça, en regardant vraiment en détail, qu'on a trouvé quelques pépites et quelques feedbacks auxquels on n'avait pas du tout pensé, qui étaient vraiment très intéressants, etc. Et après, d'autres points qui étaient renforcés ou d'autres points qu'on n'a pas pris en compte et on a expliqué pourquoi dans les webinaires, etc., etc. Donc c'est vraiment, le message, c'est un dialogue, c'est une construction commune, c'est ouvert et on essaie de faire le meilleur avec le programme, quoi. Si je peux conclure de mon côté sur ce. Très bien. Écoute, c'est une très bonne conclusion. Effectivement, on va en tout cas, sans préjuger de ce que pourrait dire éventuellement Olivier Audouin, mais je sais, comme vous êtes tous les deux chez Nokia, qu'en tout cas, l'idée, c'est que pour le hub Digital Infrastructure, on soit à l'écoute de ce qui se passe du côté du partenariat européen CIG-SNS, et notamment, comme tu nous y invites,
à contribuer, à enrichir votre feuille de route et faire en sorte que les sujets qui sont importants pour le hub se retrouvent autant que faire se peut dans le partenariat européen. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas Didier pour cette présentation. Merci de nous avoir levé un coin du voile. En tout cas, bonne chance pour l'Assemblée générale cet après-midi, si j'ai bien compris. Ça va être vraiment les fonds baptismaux. On va porter sur les fonds baptismaux le partenariat européen. Et puis on attend avec impatience effectivement la fameuse prépublication, qui d'ailleurs, en parenthèse, il y aura toute une rafale de programmes de travail qui vont être, je crois, lancés juste avant Noël. Donc, il y aura la trêve des confiseurs, oui, et puis après, oui. On aura du pain sur la planche pour digérer tout ça, et puis évidemment, nous, de notre côté, en tout cas, apporter un maximum de soutien à nos membres pour qu'ils puissent se positionner autant que faire se peut. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Merci. Pour cet échange. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir toujours d'interagir avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.